Ce soir-là, à l'hôpital Brugman de Bruxelles, les rideaux sont baissés, les patients sont partis, tous les services sont fermés. Sauf l'IRM, l'imagerie à résonance magnétique, où cette jeune femme s'apprête à faire analyser son cerveau. Elle n'est pourtant pas malade. Sur l'écran qu'on lui installe, elle va visionner une publicité pour un soda pendant 45 minutes. C'est une IRM fonctionnelle dans un but marketing. Ce but, c'est connaître l'impact de la publicité sur le cerveau de la volontaire grâce à une machine qui enregistre l'activité cérébrale milliseconde par milliseconde. Cela s'appelle le neuromarketing, une discipline très récente. En 2004, un chercheur américain publie dans la revue Neurone une étude choc. Plutôt Pepsi ou plutôt Coca? Quand les volontaires testent à l'aveugle, leur cerveau fait appel à la zone du goût qui est activée. Ils préfèrent le Pepsi. Mais quand elles connaissent la marque, surprise, c'est une autre zone, celle de la mémoire, qui s'allume. Cette fois, les volontaires élisent le Coca. La preuve par les neurosciences que la publicité est plus forte que le goût. 7 ans après cette étude, plusieurs dizaines de sociétés de conseil ont fait du neuromarketing leur fonds de commerce, comme Brain Impact à Bruxelles, qui va aujourd'hui décrypter les réactions cérébrales de la volontaire générées par la publicité pour le soda. Premier renseignement, dès ses premières secondes, la publicité accroche. Le personnage heurte une vitre, ce qui déclenche chez le spectateur, comme le montre cette courbe, un pic d'émotions négatives. Évidemment, c'est quelque chose de négatif, votre cerveau vous alerte et dit attention, regarde, danger, fais attention. Donc ça va augmenter l'attention à la publicité, ça va augmenter sa mémorisation. Et ça devient particulièrement intéressant quand les gens n'ont pas conscience de cette émotion négative. Et voilà ce qui se passe quand la volontaire regarde cette publicité. Les zones conscientes de son cerveau, ici en bleu, celles qui font réfléchir, sont désactivées. À l'inverse, la zone des émotions en jaune est allumée. Ça veut dire que cette publicité vous fait passer sur un mode émotionnel et non pas sur un mode conscient. Et donc ça, en général, ça va faire une publicité qui fonctionne assez bien puisque les émotions et la décision sont liées. Il n'y a pas de décision sans émotion, il n'y a pas un être purement rationnel, cet être n'existe pas. C'est bien pour cela qu'on observe chez les consommateurs des comportements parfois déroutants. Le neuromarketing est désormais enseigné dans les grandes écoles de commerce, à HEC ou ici, au Collège des ingénieurs. C'est un sujet sensible, c'est un sujet qu'on n'aime pas, parce qu'on va parler quelque part de manipulation. De manipulation, comment vendre des choses à des gens qui n'en ont peut-être pas envie, au rythme cardiaque. Le professeur est un neurochirurgien, fondateur d'une société de neuromarketing. C'est la même chose. Il conseille de grandes entreprises internationales et françaises. Mais officiellement, aucun des grands groupes que nous avons interrogés n'a reconnu utiliser ces méthodes. Je pense qu'ils ont un petit peu honte d'utiliser ces techniques, mais ils les utilisent pratiquement tous parce qu'effectivement elles sont efficaces. Grâce aux neurosciences, le marketing est désormais capable de valider ce qui auparavant relevait de l'intuition. Son champ d'action est large. Le neuromarketing pourrait améliorer l'impact des campagnes contre le tabac ou l'alcool. Et il intéresse aussi beaucoup les hommes politiques en période d'élection. Évidemment. Bonsoir Jean-Daniel Flézaquet, vous nous avez rejoint parce que ce reportage, cette enquête suscite beaucoup de questions. Questions techniques d'abord. Est-ce que c'est vraiment fiable? Est-ce que tout cela est vraiment validé?